Alors on aborde la deuxième table ronde, personne en plus, maintenant on est carrément 4, soyons fous. En fait on a voulu faire cette table ronde, la marque comme levier, et pas le levier programmatique, le programmatique comme levier pour la marque, tout simplement pour bien enfoncer le clou de l'idée que le programmatique c'est aussi pour les grandes marques, c'est pas que pour les pure players, on a entendu tout à l'heure Odile de Price Minister, et que la marque en tant que telle dispose certainement d'outils, enfin d'atouts importants dans le monde du programmatique. Moi, ce que je propose, c'est que, à tout seigneur, tout honneur, c'est comme ça. On donne d'abord la parole à Olivier, donc, de General Motors, que tu nous décrives un peu ce que votre marketing, ça c'est bien de mettre un peu de contexte, et que tu donnes quelques chiffres, où vous vous situez, qu'est-ce que vous faites pour qu'on pose un peu le cadre. Et après, je ferai réagir. Bonjour, donc, je vais essayer d'être assez concis et rapide puisqu'apparemment on est un petit peu en retard. General Motors en Europe, pour rappel, c'est uniquement la marque Opel aujourd'hui. Dans le passé, c'était les marques Saab, Chevrolet et Opel. Aujourd'hui, c'est plus qu'Opel. Au niveau du marketing digital et du programmatique, aujourd'hui, on a essayé de construire un écosystème autour de la data. Certains disaient que la data, il y a quelques temps, c'était la finalité de la réflexion. Aujourd'hui, la data, c'est vraiment le début de l'histoire. Et cette data, en fait, on essaie de l'infuser dans l'ensemble de nos leviers, dont le levier programmatique. Et majoritairement, ce qui peut être un peu étonnant, sur une approche branding dans nos investissements. Est-ce que tu peux rappeler le contexte de vos autres leviers, un peu l'articulation en quelques mots? Alors, on essaie de démultiplier les leviers parce qu'on a tous pour objectif d'aller identifier et stimuler de nouveaux prospects, mais on est sur des leviers traditionnels, SEO, SIA, on fait de l'affiliation, on a du display de gré à gré, voilà, et du programmatique, avec une part du programmatique qui est croissante ces 3 dernières années, et l'année prochaine, on devrait être, j'imagine, dans la tendance du marché aux alentours de 30%. 30% du display. Mohamed, tu représentes les annonceurs, puisque tu es à la tête d'un DSP français, Oui. Datazu, enfin allemand, mais à la tête de la filiale française. Tu m'entends là? Tout à fait. D'accord. Alors comment est-ce que tu réagis à ça? C'est quoi ta vision du point de vue marque, annonceur, sachant que, je le dis tout de suite, tu travailles pour un concurrent, Datazu travaille pour un concurrent, pour Ford, si je ne m'abuse. Oui. Alors, il y a pas, enfin, les chiffres dont vous avez parlé, Olivier, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on voit nous aujourd'hui au niveau global. Après, tout va dépendre de la catégorie de l'annonceur. Donc, l'automobile, la finance, c'est des annonceurs qui sont plutôt traditionnels et qui ont peut-être pris un peu de retard un petit peu sur la partie programmatique au départ, puisque les pure players sont toujours plus matures. Mais compte tenu de l'évolution de l'inventaire et du branding, des formats et de la forte croissance de la vidéo et du mobile sur ces 2 dernières années, on voit les marques qui reviennent très fort sur les investissements en programmatique et qui évidemment s'équipent et qui travaillent sur tous les leviers. Donc ça va vraiment dépendre de plein de choses. Et puis, je pense qu'on va en parler aussi avec Karine, je pense, après, mais il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est la maturité, la typologie de l'annonceur. Et puis, nous, ce qu'on remarque, nous, côté achat, c'est que ça va aussi dépendre de l'organisation interne. C'est-à-dire qu'on a des annonceurs qui sont très innovants, même si c'est des marques qui sont FMCG, qui sont censées être plutôt tradi et branding, qui vont prendre à bras le corps le programmatique et qui vont peut-être switcher un grand volume d'investissement de TV sur la vidéo, alors que d'autres marques sont beaucoup plus conservatrices par rapport à ça. Et puis, il y a aussi une question d'organisation. C'est-à-dire que, à chaque fois, donc, on voit aussi les marques de luxe qui se positionnent très fort sur le programmatique, en travaillant souvent sur la vidéo, en s'appuyant sur la vidéo et sur tous les formats impactants qu'on voit sur le programmatique. Et donc tout ça montre bien que c'est pas homogène. C'est quoi les reach, les KPI prioritaires? C'est le reach? Alors sur la partie les marques branding, sont dans la performance aussi? Les marques en général, c'est soit le temps passé sur le site, le nombre de pages vues, le completion rate sur la partie vidéo. C'est tous ces KPI-là qui sont pris en compte sur la partie branding, mais ça n'empêche pas. C'est-à-dire que quand on fait de la vidéo avec nos clients auto,
on a toujours derrière, on mesure aussi la configuration, on mesure les démos, on mesure les leads, même si c'est des campagnes qui sont assez qui sont séparées. Karine, comment tu réagis? Alors, Karine, tu représentes Prisma. Prisma, c'est un certain nombre de marques médias très fameuses. Dans notre univers Capital, Harvard Business Review, qui est distribué dans pas mal de sacs, merci, mais aussi quelques autres. Actuel, Gala, Voici. Voilà, dire que je connais un peu moins. Télé Loisirs aussi. Voilà, donc gros groupe de presse très actif, je trouve une réflexion vraiment intéressante autour de la data informatique. Mais aussi, vous êtes une marque vous-même. Enfin, ce que je trouve intéressant dans ces discussions, c'est que tu travailles pour des marques et tu es une marque. On travaille pour des marques et on travaille pour des audiences. Voilà. Alors, ta vision, ta réaction par rapport au point de vue annonceur, sur les chiffres, sur les KPI. Alors, juste pour commencer, peut-être sur la partie chiffres, sur la partie programmatique, puisque c'est aussi une tendance de fond sur des groupes médias tels que Prisma. Nous, le poids du programmatique aujourd'hui, c'est 25% de notre chiffre d'affaires. Et il est réalisé par Audience Square, puisqu'on est actionnaire et place de marché premium, mais également. La nouveauté, c'est depuis le début de l'année, c'est qu'on a accès depuis le début de l'année aussi à leur techno, à leur SSP, donc AppNexus, et que nous avons la main, nous aussi, pour mettre en place donc des private deals et donc mettre à disposition une offre programmatique premium. Donc c'est intéressant puisque c'est vrai qu'on pouvait penser qu'il y a 3 ans, c'était assez anxiogène quand on parlait de programmatique pour des éditeurs premium, à savoir la perte de la valeur de nos impressions. Et on s'aperçoit qu'au final, à partir du moment où on peut proposer, nous, une offre qui va croiser nos marques, avec des audiences et tu parlais de temps passé, donc l'engagement aussi, où on va plugger aussi les formats premium, l'ensemble de nos devices, et puis la data, on y reviendra tout à l'heure, et puis également la technologie, parce qu'on ne va pas parler de programmatique sans parler de techno. Donc il y a différentes couches qui se superposent et donc qui vont revaloriser aussi les impressions. Autre point aussi, c'est que le programmatique, c'est plus seulement logique de performance, mais c'est aussi la notion de branding. Donc on voit qu'il y a une accélération aussi de la typologie de brief. Quelle marque, quels annonceurs tu as en tête très actifs chez vous, si tu peux les citer? Sur le programmatique notamment. Alors il y a différentes marques, ceux qui des marques auxquelles on n'avait pas forcément accès avant et qui vont opérer là via Audience Square parce qu'ils veulent un volume très puissant. Et puis nous en programmatique directe, ça va être des secteurs médias. Je pense à Netflix avec qui on travaille de manière très active. Je pense aussi de façon ponctuelle, on va travailler avec PMU et ils ont une approche qui est assez intéressante puisqu'aujourd'hui la façon dont on est briefé, nous, régie de médias, branding, c'est qu'on va avoir en fait un brief qui va s'appuyer sur du contexte, du sur-mesure. On va avoir un brief aussi sur tout ce qui est créativité et un volet aussi programmatique. Donc voilà, donc on s'appuie sur des leviers transverses et donc ça nécessite aussi beaucoup de formation pour nous en interne, donc des équipes. Mais également, c'est ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, c'est aussi une montée en compétences et se concentrer sur un job aussi qui est beaucoup plus créatif et intéressant. Et puis, c'est aussi de nouveaux profils, très clairement, parce que quand on parle de programmatique, on parle beaucoup de data, mais il y a aussi la notion de yield, déterminer la valeur de l'impression. Voilà. Et donc, ça fait appel à des nouveaux profils. Et nous, on vient de recruter un yield manager qui vient du secteur du tourisme, parce qu'il gère ça depuis très longtemps. Et en fin de compte, c'est très intéressant, parce qu'on croise les deux, médias et puis secteur du tourisme. On s'aperçoit qu'il y a plein de similitudes et de belles convergences à mettre en place. Ok, en fait, je pense que le fil conducteur de vous réunir tous les trois, moi je suis assez content parce qu'on a la chaîne, on commence à avoir la chaîne et on va aller un peu plus loin au cours de la journée, donc l'annonceur, le DSP et le support. Il y a un point particulier, c'est le contenu, c'est l'importance du contenu. Enfin, le contenu a différentes formes, c'est pas que le contenu réactionnel. Et peut-être pour aborder ça, tu as une approche, Olivier, que je trouve assez originale et c'est pour ça que vraiment on voulait t'entendre aujourd'hui, c'est ton approche sémantique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors juste pour rebondir, nous, en termes de KPI, sur du programmatique et en branding, on a aussi un KPI de visibilité. On en parlait juste avant en termes de brand safety, mais nous, on donne pour objectif à nos agences d'être à 80% de visibilité au minimum. Et on se rend compte en analysant les bilans en fait, de nos campagnes que dans certains cas, le programmatique est plus performant que l'achat gré à gré sur de la visibilité, sur du temps passé et sur des coûts d'acquisition. Donc même sur du branding,
ce qui n'est pas foncièrement une idée reçue. On peut avoir des performances qui sont supérieures à des deals en gré à gré. Donc voilà, je voulais juste boucler par rapport au KPI, par rapport aux différentes façons d'acheter. Vraiment plaisir, parce que vraiment on voit que programmatique aide la pub à se transformer, à être meilleure. On a un cas concret. À être meilleur. C'est vrai que le pendant, et ce qui est connecté à ça, c'est le contenu, c'est la qualité, c'est qu'est-ce que je mets dans mon support pour faire en sorte d'interagir avec ma cible que j'aurais en amont identifiée. Nous, on s'est posé la question il y a quelques temps de quelle était la valeur en fait d'une interaction digitale, pour faire le lien avec ce que vous disiez. On connaît le coût, clairement. Par contre, quelle est la valeur de cette stimulation? Moi, j'avais de vraies interrogations. On est un annonceur click and mortar, on ne vend pas de produits en ligne. Pour un pure player, c'est relativement simple d'arriver à définir la valeur de la stimulation de l'individu, parce qu'on va avoir un panier d'achat, on va avoir une conversion, donc on va avoir un ROI qui sera relativement direct. Nous, quand on arrive à définir et à stimuler un individu, un prospect chaud en ligne, il nous faut entre 6 et 8 semaines de maturation avant de savoir s'il convertit finalement dans notre point de vente physique. Donc, les KPI digitaux, entre guillemets, étaient un petit peu limités. Donc on a mis en place une stratégie de curation humaine. Donc avec nos deux agences, Cara et Small is Bigger, on s'applique à aller contacter, appeler par téléphone les différents prospects qu'on a identifiés et on essaie de comprendre avec eux par un discours très ouvert avec des questions qui n'ont pas vocation à générer un rendez-vous mais qui ont vocation à comprendre la motivation de fond en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont cliqué sur notre bannière? Pourquoi est-ce qu'ils ont rempli un formulaire? Est-ce que c'était parce qu'ils ont vu un prix, un produit? Est-ce qu'il y a eu un contexte particulier? En fait, on essaie d'ajouter une granularité dans l'analyse de la data, ce que l'automatisation et les algorithmes nous permettent d'avoir. C'est avec des sémiologues, avec des gens qui écoutent. Voilà, une fois qu'on a fait ces interviews, on analyse l'ensemble des contenus avec des sémiologues pour essayer d'aller trouver ce qui est dans le non-verbal, dans le non-dit. En fait, moi, je trouve ça fabuleux. Ce passage du quantitatif froid à l'analyse qualitative sémiologique chaude, je trouve, c'est assez original. Ça montre que pour que ça marche, il faut hybrider les choses. C'est ça, en fait, un des postulats, c'est que le digital aujourd'hui coupe la relation avec l'humain. Certains parlent de programmatique émotionnelle. Nous, on n'est pas sur du programmatique émotionnel parce que c'est pas encore que de l'automatisation, on passe encore par de l'humain, mais on pense que l'humain a encore tout à fait sa place pour arriver à identifier ce qui, dans certains cas, ne peut pas être fait par la machine. Et donc, pour revenir à ce que tu disais sur la stratégie sémantique, tout le contenu qu'on arrive à collecter grâce à ces interviews et à ces analyses sémiologiques nous permet après de nourrir l'ensemble de la chaîne, que ce soit toute la partie amont avec l'optimisation de nos plans médias auprès de nos acteurs référents, que ce soit dans notre stratégie sémantique sur du SIA en particulier, mais nous aide aussi à améliorer les contenus dans nos créations. On parlera un petit peu après de DCO, c'est une source d'information qu'on réutilise dans notre DCO pour faire en sorte que la création soit plus impactante et que la conversion, in fine, soit plus efficace. Moi, j'adore parce que le programmatique, en tant que tel, on s'en fout. C'est qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert, comment ça nourrit le marketing. Et je pense qu'on a un exemple fabuleux. Il faut que tu candidates à la Nuit des Rois. Vraiment. Alors, on vient de parler de DCO. Mohamed, Karine, Mohamed, juste avant de parler du DCO, je voulais juste rebondir. Est-ce que c'est le DCO, deuxième acronyme que j'ai lâché de la journée? C'est toi qui viens de le dire, hein. C'est pas moi. C'est moi. Donc, c'est Dynamic Creative Optimization, donc c'est quand on utilise de manière dynamique des créas et qu'on les montre aux utilisateurs. Avant, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Olivier, c'est très intéressant, donc la manière dont vous travaillez sur la partie sémantique, qui est effectivement qui est du ciblage au final, puisqu'on va segmenter de manière un peu plus précise les bons leads des mauvais leads grâce à cette sémantique, si j'ai bien compris. On n'est pas que sur du lead, on n'est pas que sur de la performance, on est aussi sur du branding, mais au global, c'est ça, c'est comprendre l'individu pour savoir ce qui l'a vraiment motivé à interagir avec la marque. Tout ça pour dire qu'au final, en fait, ça fait partie des bénéfices du programmatique, d'être capable de récupérer ce type de données. Aujourd'hui, on a la technologie, c'est très intéressant qu'on puisse échanger avec vous ce type d'innovation, puisque c'est possible pour tous les annonceurs aujourd'hui de faire des choses beaucoup plus intéressantes que mesurer une conversion post-clic ou uniquement une page vue.
Aujourd'hui, on est capable de travailler sur le parcours utilisateur pour étudier quelles sont les attributions de chacun des leviers que vous utilisez pour pouvoir vraiment comprendre quel est le chemin que va parcourir l'utilisateur. Et toutes ces données sont efficaces et sont intéressantes pour justement le marketeur, pour qu'il puisse justement décider quel va être le plan et quelle va être la manière dont il va attribuer ses conversions. Et donc ça, c'est aussi le programmatique, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la performance, que de l'efficacité, il y a aussi énormément de choses à apprendre quand on fait du programmatique. Et ce qu'a dit au début, justement, cette charmante dame de chez Rakuten, je me rappelle plus, Odile, il y a du test and learn qui est continuel, et c'est là où justement on apprend vraiment plein de choses, même si au final la campagne n'est pas un succès. Après, alors le SEO, les contenus, rapidement, et puis après on passera à Karine, parce que Karine, je crois que tu as des choses à dire. Non mais Karine, tu peux... Que voulais-tu dire sur le... Alors moi, on parlait contenu, on parlait création d'emails de contenu, on aborde le sujet. Peut-être Karine, alors du coup, toi, comment tu vois spécifiquement le contenu dynamique? Comment est-ce que éventuellement le native advertising? Je voudrais savoir là-dessus spécifiquement, c'est quoi votre approche? C'est un mix en fait. Alors sur la partie contenu programmatique, déjà on va s'appuyer. Alors on parle beaucoup on va s'appuyer de data, de pertinence, d'adresser la bonne cible au bon moment. Voilà, il y a aussi le contexte aussi, parce qu'il y a aussi le contexte qui va cautionner le fait d'adresser, de toucher cette bonne cible, puisque le contexte va appuyer aussi l'engagement, la crédibilité aussi du contenu et ce pourquoi l'internaute vient. Il y a évidemment, quand on parle de contenu, on peut on est obligé de parler en tout cas du native advertising, donc ça soit en direct ou en programmatique, où on peut faire jouer sur le contexte, jouer sur le mot-clé, les mots-clés aussi. Le native, ça prend quelle place chez vous? Est-ce que c'est naissant? Est-ce que c'est déjà gros? Écoute, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le native et on l'a intégré en programmatique depuis 3 mois seulement, donc c'est naissant. C'est une première approche, comme tout ce qui est programmatique, data, c'est test and learn et work in progress. Donc voilà. Next step, c'est effectivement mots-clés. Et puis accélération, au-delà de juste proposer les espaces d'appertinence pour diffuser le message, c'est aussi nous pouvoir produire aussi du contenu plus de façon automatisée. Alors justement là-dessus, spécifiquement là-dessus, pouvoir cautionner aussi la pertinence de diffusion, mais également le contenu. Et pour le coup, on a les moyens de le faire puisqu'on a 500 journalistes. Donc c'est là-dessus en fait qu'il faudrait aussi accélérer. Et puis ça rejoint, oui, tout ça est lié, mais tout ce qui est créa dynamique, et on travaille nous avec des partenaires, il y a TVTY, il y a Adventory aussi, voilà, sur tout ce qui est météo sensible, tout ce qui est event lié au programme télé, et donc comme on a télé loisirs, c'est aussi intéressant. Voilà, donc il y a tout un mixte qui peut se faire et s'articuler autour du contenu qui est hyper enrichissante et plein de croisements voilà, qu'on peut encore explorer. Je vais faire taper les doigts, mais je vais quand même te poser une question, c'est sur la création de contenu, et est-ce que tu as des cas, enfin moi c'est quelque chose qui me, là aussi, savoir avec le froid et le chaud, le quantitatif, le mathématique, d'un côté le journalistique, le littéraire. Qu'est-ce que vous avez jusqu'où dans la création de contenu spécifiquement il y a 2 sujets, il y a 2 questions en fait par rapport à il y a la partie déjà nous, comment on sait faire du contenu, et là pour le coup, comme on a la chance d'avoir des plus de 500 journalistes, encore une fois, et surtout sur des thématiques différentes. Donc en fonction du brief, quand on fait du sur-mesure, en fonction du brief, tout simplement, on va aller chercher les bons journalistes qui ont ce savoir-faire pour le créer. Et après, il y a le data journalisme, et ça rejoint effectivement tout le projet de la data. Vous avez un gros projet, là-dessus, je crois. Oui, il y a effectivement un... Tu vas nous faire un scoop? Non, je ne vais pas faire de scoop, enfin si peut-être, mais en tout cas oui, l'objectif pour nous c'est de permettre aussi aux journalistes d'adresser finalement un contenu en fonction de leur profil, en fonction du contenu qu'ils consomment. Est-ce que c'est un contenu chaud, froid, la fréquence aussi de consommation. Et donc ça nécessite, donc aujourd'hui on ne sait pas le faire, mais on est en train de mettre en place déjà les organisations, puisque notamment sur le pôle télé on parle du newsroom, et les 100 journalistes sont organisés autour de thématiques sur des contenus liquides. Et cette nouvelle organisation, ça crée aussi une dynamique, puisque
donc effet d'annonce, mais en Q1 2016, on va lancer un nouveau produit qui va, donc nouvelle marque, nouveau produit, nouveau concept de consommer des médias, et qui va s'appuyer très clairement sur les contenus, la personnalisation des contenus en fonction des intentes en fait, des internautes. Donc voilà, un contenu vraiment personnalisé et qui repense aussi, on parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que le programmatique bouleverse aussi beaucoup les formats publicitaires. Et donc, sur ce format, on va aussi repenser le mode de communication. Voilà, donc ça, c'est un vrai beau projet qui va émerger sur le premier trimestre. Juste deux exemples concrets d'ICO en utilisant justement TVTY ou d'autres pour récupérer les flux. Quand soit on récupère un flux météo et on est capable pour un retailer qui va vendre des produits chauds, les montrer dans la région ou dans l'endroit où il fait chaud, et montrer des produits froids, donc des vestes ou des parapluies, dans les endroits où il fait moche, où il pleut. C'est important. On voit c'est Columbia, l'annonceur. On a vu une multiplication par 4 de l'engagement des annonceurs, et d'une année sur l'autre, multiplication du nombre de ventes x5. Donc c'est quand même énorme. D'accord. Donc en utilisant le DCO au niveau global et en montrant le bon produit, en utilisant la géolocalisation et puis aussi la météo. Ok, alors en fait on a débordé, mais j'ai mon deuxième joker. Pourquoi ? Parce qu'Olivier était aussi au comité, vous a aidé aussi au début à définir, à poser les bonnes questions, donc Merci. je vais abuser de mon grand joker. Et je vais encore en abuser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la bonne pub ? Juste 10 secondes, chacun. Un mot. Pour moi, il y a plusieurs choses, on en a déjà parlé ce matin, mais de la bonne data, de la bonne création et aussi et avant tout le respect de l'internaute. Karine ? Oui, je dirais respect, pertinence et solliciter aussi l'internaute à interagir avec la pub, et surtout adapter aussi les créas au digital. Ce n'est pas toujours le cas, en tout cas sur la vidéo, donc en termes de durée, en termes d'interaction. Mohamed ? On va tous dire la même chose, effectivement. Le programmatique et la publicité, c'est d'être capable de toucher la bonne personne au bon moment, sur le bon device. Mais il faut dire quelque chose aussi, c'est que ça implique l'éclatement des silos et la prise en compte du mobile à sa juste valeur, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas dans les briefs ou dans les plans médias, si nos amis du marketing Patrick est en train de se fâcher, tout rouge, parce qu'il contrôle le timing pendant que je parle. Ok les amis, merci. Très intéressant.